Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Aujourd'hui, on fait le point sur la Covid. Philippe Malburny, notre rédacteur en chef, Bonsoir. avec moi. Bonsoir. Pour recevoir aujourd'hui Philippe Devos. Merci d'être notre invité. Bonsoir. On va faire le point évidemment dans les questions que vous nous avez envoyées. On parle de vaccination, on parle de fête de Noël. On va essayer de relayer ces questions qui ont été envoyées. Vous pouvez nous en envoyer encore en direct. Philippe se fera un plaisir de nous les transmettre. Peut-être avant de commencer, Philippe Devos, le point sur la situation. À quelques jours de Noël, des mesures qui n'ont pas été assouplies, des chiffres avec environ une moyenne de 100 décès encore par jour dans les 7 derniers jours ici. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre ressenti par rapport à la situation actuelle? Je suis triste. Je suis triste pour ces familles endeuillées. Je suis triste pour les autres qui ne sont pas malades, mais qui doivent encore prolonger les mesures. On en a tous marre. Qu'on soit soignant, marre de ce flux continu, qu'on soit à la maison, marre de toutes ces privations qu'on doit maintenant supporter depuis des mois. On a un ennemi commun, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se disputer au sein de la population. Chacun essaye de combattre cet ennemi commun dans la perception qu'il a, qui n'est pas toujours la même. Mais ce qui est clair, c'est qu'on en a marre. Voilà. Alors en plus, il fait noir tout le temps, donc ça n'aide pas pour le moral. Mais voilà, on va parler du vaccin et c'est très bien parce que si ce n'est pas nécessairement la solution avec un grand L, c'est un vachement grand accélérateur pour retrouver nos libertés. Et ça, si on peut mettre le pied au plancher, je ne fais qu'en rêver depuis des mois. Donc là, on est à quelques semaines de cette vaccination qui va débuter dès janvier. Évidemment, les questions, elles sont nombreuses, elles sont légitimes de la part de toute une population. On va commencer tout de suite avec une première question qui nous a été posée par Véronique, si vous le voulez bien. Je suis impatiente de me faire vacciner. Je suis sous immunosuppresseur. Serais-je incluse dans la liste de ceux qui ont des comorbidités? Donc, est-ce que ça signifie qu'il y aura des gens prioritaires, pas d'autres? Qui seront-ils? Alors, il y a deux choses dans la question. Il y a les gens prioritaires et là, on va fonctionner par strates. Donc, on a d'ores et déjà dit que ce sont les personnes qui vivent en maison de repos qui allaient être prioritaires. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que le plus à risque, c'est l'âge et la faiblesse. Et donc, les gens qui sont très âgés et très faibles sont en général dans les maisons de repos. Donc, c'est logique qu'on commence par eux, non pas pour en faire des cobayes, comme j'ai lu sur Internet de certaines personnes qui ont des propos insensés, mais simplement parce que pour eux, le risque de mourir s'ils attrapent le virus peut aller entre 15 à 20% pour ce type de population. Donc, il faut les préserver de ça. S'ils sont encore en vie maintenant, il faut faire en sorte que on leur laisse le moins de temps possible. C'est eux les premiers à qui on lance la bouée de sauvetage, les femmes et les enfants d'abord. Mais chez nous, ce sera les personnes âgées d'abord, mais dans un but de sauvetage prioritaire. Après, on va descendre dans les strates d'âge et puis à un moment donné, quand on aura fait, à mon avis, tous les plus de 65 ans, on commencera les moins de 65 ans avec des comorbidités. Donc cette population-là, elle ne doit pas s'attendre, à mon avis, à quelque chose avant mars à mai. Et alors à ce moment-là, ce sera discuté avec le médecin traitant pour voir, en fonction des comorbidités, dans quel niveau de prioritaire, dans quel phasage elle rentre. Tout ça se fera avec l'aide des médecins traitants. On a eu maintenant la confirmation de l'État que les médecins traitants seront la personne pivot pour toute cette population-là. Et puis il y a le choix du vaccin aussi qu'il faudra... Alors, il y a le choix des vaccins. Il y en a plusieurs en Belgique. Effectivement, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut casser dans l'œuf. Quand j'entends des gens dire je suis contre le vaccin Covid, ou pour moi c'est comme s'ils disaient je suis contre les médicaments. Des vaccins Covid, il y en a actuellement 180 différents en cours d'essai. Il y en a 52 qui sont en phase clinique et qui vont probablement être commercialisés courant 2021. Il y a donc 52 vaccins différents qui vont arriver, avec 52 différents effets secondaires, différentes indications et autres. Et donc, pour moi, ce discours de je suis pour ou contre le vaccin Covid, qu'il y en a 52 différents, il est inaudible. Il faudra que le médecin traitant réfléchisse à ce qu'il va donner à son patient en fonction du profil du patient. C'est comme ça qu'on va faire. On sait déjà que d'ici 2 mois, il y en aura 3 sur les 52 qui vont arriver. Et on sait que tout le reste de l'année, il y en a d'autres et d'autres et d'autres qui vont arriver. On a une bonne connaissance déjà de à quoi s'attendre pour quel vaccin. Et donc, un médecin qui s'informe un peu correctement aujourd'hui a déjà une idée pour chacun des patients de lequel il va donner.
On attend également les questions sur la page Facebook. Il y en a déjà un certain nombre qui sont arrivés sur notre boîte mail. Je vais en prendre une dans un instant. Simplement sur la page Facebook, donc des questions adressées au docteur De Vos, des questions constructives. L'idée, dans cette émission, c'est bel et bien de progresser et de répondre à vos questions. Une question donc, qui nous est arrivée par mail, et c'est Fabienne qui nous l'a adressée parce que vous parliez de MRS, de maison de repos et soins. Je rebondis. Mon médecin me dit que si j'ai fait le Covid en avril, je n'ai pas besoin de vaccin maintenant car je suis immunisé et qu'en plus je n'ai fait qu'une demi-fois. J'imagine qu'on parle de la Covid. Je suis infirmière en MRS et là le médecin coordinateur dit que je dois absolument en faire le vaccin. Alors que faire? Autrement dit, deux avis un petit peu contradictoires. Voilà. On écoute qui? Alors, toute la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle fait le vaccin, si c'est pour se protéger elle-même ou si c'est pour protéger ses résidents. Donc, et c'est deux questions différentes. Pour se protéger soi-même, là, il faut voir en fonction de ses maladies si elle doit le faire ou pas. La réponse peut parfois être non. Pour protéger ses résidents, bien là, si elle a fait le coronavirus, enfin la Covid au mois d'avril, on peut juste garantir la protection pour 6 mois. On est au mois de décembre. Voilà. Est-ce qu'en janvier, février, quand on va lui donner le vaccin, elle sera toujours protégée par sa première maladie? On n'en sait rien. Donc ce vaccin sera peut-être en fait une piqûre de rappel, entre guillemets, et un rappel moins problématique qu'un rappel en faisant une deuxième fois la maladie, puisqu'on sait maintenant qu'il y a certaines personnes qui le font 2 fois. Moi, à choisir en tout cas, moi qui l'ai fait aussi au mois d'avril, et vu par quoi je suis passé, et maintenant, connaissant les vaccins, il y a en tout cas clairement un des vaccins que je me ferai injecter sans aucun doute pour éviter de repasser par ce que je suis passé. Donc voilà, mais c'est un choix personnel. Lequel? Ah oui, moi j'ai toute confiance maintenant que tous les résultats sont sortis la semaine dernière, puisque pour information, tous les résultats viennent d'être publiés par des organes indépendants la semaine dernière, mais le vaccin de Pfizer me semble tout à fait sécure pour mon profil de patient que je suis. C'est le vaccin à ARN messager? Alors c'est le vaccin à ARN messager, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en gros, si vous voulez, ce n'est pas un vaccin génétique, parce que ça aussi j'ai entendu. La génétique, c'est l'ADN, ce n'est pas l'ARN. L'ADN, c'est un peu le livre dans lequel est expliqué comment on doit faire les recettes de cuisine. Après, à partir du livre, le corps humain fabrique des moules. Les moules, c'est l'ARN. Et puis, dans ces moules sont fabriquées les protéines. Donc, c'est juste un moule. Ça ne va pas modifier votre génome. Le seul moyen que ce moule puisse se transformer en livre, en ADN, ce serait d'avoir une molécule, une enzyme qui n'est contenue pour le moment que dans le virus HIV. Et donc, il n'y a que les gens qui ont le sida qui peuvent avoir des modifications génétiques liées au vaccin ARN. Donc ça aussi, il faut casser complètement. Je n'ai pas le sida, je n'ai pas HIV, et donc il ne va rien faire sur mes gènes. Et donc c'est plutôt rassurant parce que pour le reste, contrairement aussi à ce qu'on dit, l'ARN messager utilisé pour la première fois en vaccinologie expérimentale, ça date de 1989. Et donc là aussi, j'entends, on n'a aucun recul sur le vaccin. C'est pas pour rien qu'il a été fait aussi vite. C'est parce que depuis 1989, des labos à travers le monde fabriquent des vaccins à base d'ARN messager. Alors on n'a jamais vacciné autant d'humains à une aussi grande échelle que cela. Mais par contre, on sait ce que l'ARN messager fait et ne fait pas au sein d'un corps humain. On le sait depuis des années, puisqu'en fait, c'est une substance naturelle. On a tous des dizaines de kilos d'ARN messager dans notre corps, là, quand je vous parle. Donc, ça aussi, il faut casser. Alors, il y a une certaine sécurité dans ces vaccins. C'est aussi un vaccin qui n'a pas d'adjuvant du tout, qui n'a pas de stabilisant du tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut le conserver à moins 80 degrés. Il y a juste que cet ARN messager est emballé dans des graisses, des petites molécules de graisse, ça s'appelle des nanoparticules. Alors c'est un mot qui fait peur, mais nanoparticules de graisse, un terme plus simple pour parler d'une nanoparticule de lipides, c'est des liposomes. Et donc les dames, beaucoup de dames, se tartinent le visage de liposomes depuis des dizaines d'années, puisque c'est la grande pub qui fait régénérer la peau, hein, puisqu'effectivement c'est le même principe, le liposome permet de faire rentrer les principes actifs du soin au sein des cellules, c'est le but de ces liposomes, et donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de recul sur les liposomes, c'est faux aussi. Et donc résultat, pour toutes ces raisons,
depuis que j'ai les résultats des études de la semaine dernière et qu'on montre que la réaction immunitaire face à ça est tout à fait correcte et classique, c'est-à-dire qu'on a le même taux d'effets secondaires banaux que la grippe, que les vaccins de la grippe des autres années, ben je sais maintenant que je n'ai pas plus de risque que le vaccin de la grippe et donc je le veux bien celui-là. C'est long, désolé. Non, mais ça vaut la peine de prendre le temps et d'expliquer les choses. Mais il ne sera pas question de choisir son vaccin en fonction de ses convictions. C'est le médecin ça va pas traitant qui va... Alors, je pense qu'il y aura une discussion avec le médecin traitant. Ce n'est pas encore clairement formalisé par l'État. Nous, à l'APSIM, donc je rappelle que je suis président du syndicat représentant les médecins. Et nous, au nom des médecins de Belgique, on défend le droit à pouvoir avoir une discussion entre médecins et patients pour faire un choix commun du bon vaccin administré aux patients. Et évidemment, si le patient décide de se faire vacciner. On défend aussi le droit à se faire vacciner. Voilà, c'est ça. On rappelle que la vaccination, elle est gratuite, mais pas obligatoire. Et justement, vous parliez de grippe. Il y a eu quelques questions qui sont en rapport avec la grippe. Le vaccin contre la grippe, il ne faut pas le faire si on est enrhumé. Au moment où on est enrhumé, va-t-on tester les gens sur la Covid avant de les vacciner? Alors, non, parce que le test de dépistage de la Covid coûte plus cher que le vaccin. Et donc, si on devait tester les 11 millions de Belges au moment de faire vacciner, on se plaindrait encore qu'on perdrait 1% de PIB, mais c'est la réalité. Ça n'a pas de grand risque de se faire vacciner au moment où on a la Covid si on n'en a pas de symptômes. Donc, ce qu'on ne fera pas, c'est vacciner des gens qui font de la fièvre le jour où ils débarquent. C'est un peu pareil pour la grippe. Oui, si vous venez pour la grippe, on ne vous vaccine pas si vous faites de la fièvre. Mais par contre, si vous avez déjà la grippe mais que vous ne le savez pas, on ne fait pas de test de dépistage. Donc c'est la même chose que la grippe. On ne vaccinera pas les fiévreux. Très bien. À propos du vaccin et de l'obligation, justement, Marie-Louise qui nous dit qu'elle travaille aussi en MRS et elle se demande en fait si le patron peut obliger le vaccin. On rappelle que dans ce pays, il n'y a pas d'obligation d'être vacciné. Y compris dans les vaccinations pour les professionnels de santé, que ce soit le coronavirus ou la grippe. Je rappelle quand même qu'au Canada, par exemple, et au Québec, là, le vaccin de la grippe est obligatoire pour les professionnels de santé. Donc, ils ne peuvent pas travailler et être rémunérés s'ils ne font pas le vaccin. Donc, ici en Belgique, on est dans quelque chose de plus libertaire que ça. Je vous dis, mon syndicat soutient ce droit. On pense que par une information correcte et éclairée aux professionnels de santé, il y a moyen d'aller vers des résultats en termes d'adhésion au vaccin. Et donc, c'est surtout sur cela que je me bats. C'est pour une information correcte, avec des faits scientifiques et pas du youtubage. Et pour le moment, on sait quelle est l'adhésion de la population à ce vaccin. On a déjà des chiffres, il y a déjà des sondages qui ont été faits. Alors, il y a déjà des sondages qui parlent de 80% des gens qui sont disposés à se faire vacciner. C'est une excellente nouvelle, ces sondages. Moi, j'espère que dans les 20%, il y a encore des gens qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas allés lire le New England Journal of Medicine de la semaine dernière et les publications du FDA, ou qui simplement ne comprendront peut-être pas les textes en anglais ou autre. Quel que soit le vaccin, concernant aussi les autres vaccins. Et donc j'espère que tous les médecins vont se mettre à lire ces documents, puisqu'on ne nous a pas encore informé qu'ils existaient. Il faut être un petit chercheur pour savoir qu'ils sont là. Et qu'on aura une information claire et transparente vis-à-vis des médecins, et que les médecins, en discussion avec les malades, pourront encore aller chercher quelques malades, particulièrement dans les populations à risque, puisque pour moi, la priorité, c'est que la population à risque se fasse vacciner. Le reste de la population, pour moi, c'est un débat différent. C'est une question de sécuriser l'ensemble de la population. Voilà, c'est une question de protéger éventuellement les personnes à risque qui auraient des contre-indications à être vaccinées. Mais si toutes les personnes à risque sont vaccinées, finalement, à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à vacciner le reste de la population. Et donc, c'est pour ça que ça n'aurait pas de sens de rendre le vaccin obligatoire. Un vaccin, ça doit s'évaluer avec le malade en voyant la balance de bénéfices qu'il a à avoir le vaccin et donc à éviter la maladie, parce que c'est ça le bénéfice, c'est ne pas faire la maladie s'il se fait contaminer, par rapport au risque qu'il a de faire des effets secondaires du vaccin. Quand la balance des deux est en faveur du vaccin, il faut le faire. Si on est dans une population où cette maladie est totalement bénigne et n'a aucune complication, un exemple, c'est les enfants, et bien là, on peut se poser la question de l'intérêt de vacciner des enfants au coronavirus.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pfizer, en fait, dans son étude de phase 3, n'a pas inclus les enfants. Il n'y a que les plus de 16 ans qui ont été vaccinés. Et donc, probablement que le message qui va être donné dans les prochains mois, ça va être on ne vaccine pas les enfants. Il faudra faire d'autres études ou peut-être d'autres vaccins vont arriver qui vont cibler les enfants, mais il est certain qu'il n'y aura pas, dans les 3 prochains mois, de vaccination pour les enfants, même à risque. On parle donc des vaccins, effectivement. Je rappelle que nous ne sommes pas payés par les entreprises qui fabriquent des vaccins, très clairement. On parle juste d'un problème de santé publique et on essaie de trouver des solutions. Et ça aussi, donc il y a un site en Belgique qui s'appelle bitransparent.be où chaque fois qu'un médecin touche de l'argent par une firme pharmaceutique quelle qu'elle soit, la firme doit l'encoder sur son site. Ils peuvent aller voir, vous pouvez vous amuser à aller voir, je ne suis payé par personne. Malheureusement, depuis le début de cette crise, personne ne m'a donné le moindre cent. On m'a de temps en temps donné un verre d'eau, mais c'est tout ce que j'ai eu. D'accord. Ça fait du bien de le rappeler aussi. Et surtout, on parlait des personnes à risque et des effets secondaires. Et j'ai une question de Sébastien qui dit, le vaccin a-t-il été testé sur des personnes ayant des pathologies, genre cardiaque, cancer ou autre, voilà, ou seulement sur des personnes en bonne santé? Alors c'est une excellente question. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Voilà, merci. Parce qu'il y a énormément de médicaments, quand ils sont testés en phase 3, on ne les teste que sur des gens en bonne santé, ou en tout cas qui n'ont pas beaucoup de comorbidités, ou parfois des gens qui sont malades mais qui ne sont pas âgés, de manière à exclure les risques liés à l'âge. Ici, on a imposé à ces fabricants de vaccins, l'OMS entre autres, qu'ils testent, qu'il y ait au moins un tiers de la population qui teste qui est plus de 65 ans, qu'il y ait au moins un tiers qui ait des comorbidités, donc ils devaient prendre des hypertendus, des diabétiques, des obèses. Et donc finalement, le groupe qui était, je dirais, le quarantenaire en bonne santé, était le groupe le moins représenté dans le test. Donc ça a permis de voir que toutes ces populations-là, si ces populations-là faisaient ou pas des complications, et elles n'en ont pas faites de manière sévère, et donc c'est la bonne nouvelle aussi. Et on a vu aussi que les gens les plus âgés, pour le vaccin Pfizer par exemple, sont ceux qui réagissent le mieux, c'est-à-dire qui font le plus d'anticorps. Donc non seulement ça ne leur fait pas beaucoup d'effets secondaires, mais en plus ça a l'air d'être un vaccin qui les protège mieux que les quarantenaires. Donc c'est la double bonne nouvelle de ce vaccin, sincèrement. Ce sont des excellentes nouvelles. Et je rappelle aussi qu'à partir du moment où un vaccin est publié dans la littérature scientifique, des organes indépendants ont le droit de venir regarder, réinterroger les gens qui étaient dans l'étude, voir si Pfizer n'a pas menti. Et donc, il y a du contrôle qui va être fait à partir de maintenant, puisque ça a été publié la semaine dernière. Et on va interroger les gens pour voir si Pfizer n'a pas menti. Donc, le grand délire aussi de dire oui, mais ces résultats, ils sont inventés, on aura la réponse avant fin décembre. Et donc, quand on va commencer à vacciner en Belgique, on aura réponse à tout ça et on sera vraiment dans les meilleures conditions pour le faire en toute sécurité. Je pense que à ce sujet-là, la Grande-Bretagne est un peu allée vite. Ici, je suis quand même rassuré que l'Europe fasse tous ses contrôles avant de dire go. Ça veut vraiment dire qu'on a pris toutes les précautions et qu'on n'a pas du tout tenu compte du fait qu'il y avait quand même une urgence. C'est une question que moi j'ai envie de poser. Est-ce qu'une fois vacciné, on ne transmet plus le virus? Alors ça, c'est un grand débat. Et donc, il faut comprendre que le but de ce vaccin, c'est d'empêcher qu'on fasse la maladie. Donc, on sait que 90% des gens qui vont être vaccinés ne feront aucune maladie. Si ils attrapent le coronavirus, que le virus rentre en eux, il ne fera rien. Et il sera éliminé très rapidement. Alors maintenant, sur la période où il va rentrer et où les gens ne vont pas avoir de symptômes, et sur les quelques jours où il va être éliminé, est-ce qu'on va continuer à être contagieux ou pas? Ça, pour le moment, on n'a pas de certitude absolue. Les premières études semblent montrer qu'on est moins contagieux, mais qu'on pourrait quand même l'être. Et donc, ce principe d'immunité collective, les gens qui se disent « moi, comme les autres vont se faire vacciner, ben, je n'aurai plus de risque d'attraper le coronavirus », c'est un très mauvais calcul, parce que je pense que pour le moment, dans l'état des connaissances, le fait d'être protégé par les autres n'est pas encore totalement certain. Et donc, ça me semble être un jeu très dangereux. Parce qu'il y a une question de Marie-Hélène qui disait « Est-ce que je dois encore porter le masque après être vaccinée ?» Donc, alors,
Donc ça va être toute la difficulté, c'est-à-dire que à partir du moment où on aura terminé de vacciner toute la population à risque et qu'on n'aura plus de risque de saturer les hôpitaux, parce que les gens l'attraperont, mais ils feront un rhume, quoi, ou voire ils feront rien du tout. À partir de ce moment-là, ce virus deviendra un virus banal comme la grippe ou autre, c'est-à-dire qu'il pourra faire des dégâts chez des gens non vaccinés, mais pas chez les autres. Et donc à partir du moment où il deviendra un virus comme la grippe, on pourra tout arrêter. On pourra arrêter les masques, on pourra aller reboire des verres dans le carré et on pourra faire toutes ces fêtes-là. Par contre, voilà, si on n'est pas vacciné, si on a décidé de ne pas se faire vacciner et qu'on ne veut en plus être certain de ne pas attraper le coronavirus, là vous vous coincez dans un confinement pour plusieurs années. Et donc voilà, tout dépend de ça. Si vous êtes vacciné et que vous voulez voir vos petits-enfants, vous pourrez, sans les masques, vous pourrez les embrasser, vous ne risquerez rien pour vous-même. Donc en fait, si je vous entends bien, voilà exactement, on avait une question de Sandrine aussi qui disait « Pensez-vous que tout va rentrer dans l'ordre quand les personnes seront vaccinées ?» Si je vous entends bien, et Jack sur le Facebook qui demandait aussi si c'était une solution pour sauver l'ORECA, pour revenir à une vie normale. En fait, il y a plusieurs éléments, le vaccin en fait partie, les gestes barrières et ce qu'on a mis en place depuis des mois feront partie aussi de notre arsenal demain pour éviter que ça ne redémarre en fait. Oui, alors tout dépend de ce qu'on dit redémarrer. Comme je vous dis, moi, une fois qu'il y aura un nombre suffisant de gens à risque qui seront vaccinés, je suis convaincu ou en tout cas ce serait de l'hérésie politique complète de reprendre des mesures. Maintenant, en attendant, pour les non-vaccinés, essayez de les protéger. Si vous savez que votre grand-père il a décidé de ne pas se faire vacciner ou il a une contre-indication qui fait qu'il ne peut pas, c'est un grand allergique à certains produits, quand il vient chez vous, il faudra peut-être effectivement prendre des précautions avec lui. Mais ce ne sera plus quelque chose qui va s'imposer sur tout le monde dans tous les moments de toute notre vie. Voilà. Et comme je disais, c'est un vrai changement de jeu, c'est un accélérateur de sortie de confinement. Et là-dessus, voilà, je me réjouis que finalement il soit très safe en termes de risque, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vacciner les gens en leur disant que les risques du vaccin sont excessivement faibles pour un bénéfice personnel énorme et un bénéfice personnel indirect énorme, parce que retourner chez le coiffeur dans 2 mois, on sera tous heureux d'y être. Clairement. Mais peut-être une question d'Alain. Alors justement, par rapport à cette pression, entre guillemets, pour se faire vacciner, le taux de mortalité de la Covid n'est pas si élevé, c'est très relatif par rapport à la grippe. Et pourtant, la pression pour se faire vacciner semble nettement plus importante que pour le vaccin grippe. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que déjà, elle est 10 fois plus mortelle globalement que la grippe. Donc, elle n'est pas si importante, effectivement. Mais enfin, 10 fois, c'est quand même plus. Et surtout, dans certaines strates de population, elle est beaucoup plus importante. Donc, en gros, la Covid-19, pour un jeune de moins de 16 ans, c'est beaucoup moins mortel que la grippe. Mais immensément moins mortel. Par contre, pour quelqu'un de 80 ans, une personne sur 8 qui attrape le coronavirus à 80 ans en meurt, même en étant en bonne santé, ce qui n'est pas du tout le cas de la grippe. Donc une fois qu'on aura vacciné ces populations à risque, on n'aura plus de saturation des hôpitaux et on sera libéré. Il n'y a jamais aucune épidémie de grippe qui a saturé les hôpitaux au point de ce qu'on a vécu. On est parfois à 102% d'occupation des soins intensifs en plein pic de grippe pendant 2 semaines, on est à 102%. Ici, on a été à 240% d'occupation pendant 6 semaines et on a encore du mal à redémarrer les opérations dans certains hôpitaux parce qu'on continue à avoir des patients infectés qui reviennent encore pour le moment dans les hôpitaux. Donc c'est ça qui fait le problème, c'est que là on a foutu le système de santé par terre. Alors d'accord, il n'y avait pas besoin de grand chose pour le pousser par terre, mais il n'y a jamais aucune épidémie de grippe depuis l'arrivée de De Blok qui avait réussi à le foutre en l'air. Donc on vit des choses comme on n'a jamais vécues. Même les plus vieux intensifs chez moi n'ont jamais vu autant de malades arriver avec la même maladie dans une période de l'année. C'est ça qui fait. Donc une fois qu'on aura trouvé une solution pour arrêter la saturation des hôpitaux, on pourra reprendre une vie comme avec la grippe, avec des gens qui ont la Covid, comme on a la grippe, mais qui ne vont pas faire en sorte qu'on va faire tous tralala. Et c'est ça que va faire le vaccin, et c'est pour ça que le vaccin, il est une opportunité inouïe pour la population. Quand vous parlez d'adhésion de la population, on peut dire qu'il faut 70%, c'était les chiffres qu'on nous avait annoncés. On est toujours là-dessus, 70% d'adhésion.
qui suffirait alors Alors je vous dis, si je reste dans ma logique à moi, j'inverserais plutôt la logique, c'est-à-dire que moi, si j'ai 80 à 90% des personnes à risque qui se font vacciner, ça représente même pas 50% de la population, mais ça suffit à ne plus saturer les hôpitaux et à ce qu'on reprenne le reste de notre vie. Donc c'est pour ça que même si on arrivera à vacciner 70% des Belges, donc 7 millions de Belges, 7-8 millions de Belges seulement en juillet-août, si on arrive déjà à vacciner 80% de population à risque en mars-avril, ça veut dire qu'en mai-juin, eh bien, on va tous faire des grandes fêtes dans les restos. Il y avait une petite question aussi qui nous a été posée concernant... Oui, ça fait rêver, effectivement. Oui. Mais voilà, il faut que... Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de 90% de la population à risque. Une question qui concerne le vaccin contre la grippe. Il paraît qu'il ne faut pas le faire quand on est enrhumé. Et donc, quitte évidemment de ce vaccin contre la Covid, est-ce que l'état de santé va influer sur le fait d'être vacciné ou pas? Ou il faut simplement attendre un peu si on est... Je pense que ça ne sert à rien de rajouter de la maladie à la maladie. Donc, effectivement, pour quelque vaccin que ce soit, si on n'est pas bien, qu'on est malade, enrhumé ou autre, il vaut peut-être mieux laisser une semaine ou deux passer si c'est une maladie aiguë, donc de type viral, plutôt que d'aller en rajouter. Donc, c'est pas ça qui va changer la face du monde, mais au moins, ça va permettre d'éventuellement faire des effets secondaires du vaccin. On a une personne sur 8 qui peut faire un peu de fièvre, un petit 38. Il y en a moins d'une sur 1000 qui fait un 39, donc c'est quand même pas des effets secondaires sévères non plus, même quand on fait un effet grave de vaccination comme la fièvre. Mais si en plus vous faites déjà un 39 à cause de votre rhume, vous n'allez pas être bien. Et c'est le médecin traitant de nouveau qui pourra estimer... De nouveau, c'est le médecin qui va vous interroger. C'est pour ça que nous défendons aussi que le médecin soit présent sur place, quel que soit l'endroit où on va vacciner, mais qu'on ne laisse pas des gens se faire vacciner dans des halls omnisports comme ça, ou même qu'on fasse ça en officine, en vitesse, entre un cachet pour la gorge et un cachet pour l'estomac, que le médecin puisse être présent et avoir une discussion avec son malade au moment où c'est l'administration, pour répondre à toutes ces questions de dernière minute. Si on peut sortir un petit peu du vaccin et parler peut-être des fêtes de Noël qui approchent, évidemment, il va falloir être très vigilant pour les familles qui vont se retrouver, parce qu'il y a des personnes âgées qui n'ont plus vu personne depuis des mois et qui vont évidemment essayer de profiter quand même de ce jour de Noël. Une question de Nathalie. Le fait de ne pas avoir assoupli davantage pour le soir du réveillon ne va-t-il pas inciter les gens à loger sur place? N'y a-t-il pas un effet pervers à cette décision? À mon avis, quelle que soit la décision, il y aura des effets pervers. Tant que les gens comprennent quel est le risque, quel est l'enjeu, qu'est-ce qu'on veut éviter. On veut éviter deux choses. On veut éviter au risque global d'avoir une flambée des cas, et on sait bien que des cas qui se contaminent le 25 décembre, il faut quelques cycles avant que ça ne se transmette de manière plus importante. Et donc, on nous montre une saturation hospitalière pour le mois de février. Ce qui veut dire qu'au moment où on allait tout relâcher en février, on va tout reporter au mois d'avril-mai. Donc, on est reparti pour 3 mois de contraintes. C'est beaucoup de risques à quelques semaines. Voilà. Alors ça, c'est au risque de groupe, et pas au risque individuel. C'est qu'est-ce que je veux faire avec mon proche, s'il est dans une catégorie à risque particulièrement, qu'est-ce que je veux faire de lui? Est-ce que je lui souhaite, est-ce que j'ai envie de lui faire prendre un risque ou pas? Est-ce que quand vous avez votre grand-mère en voiture, vous lui demandez d'enlever sa ceinture de sécurité ou de la mettre? Eh bien, ça va être pareil. Si vous faites un Noël à 20, c'est comme si vous lui demandez d'enlever la ceinture de sécurité et que vous appuyez sur le champignon dans une route avec la pluie. C'est une gestion de risque. Donc, une fois que les gens ont compris qu'on gère le risque comme ça, si la personne sait bien qu'elle va se jeter en dessous d'un pont parce que Noël c'est toute sa vie et qu'elle va mourir, là je dirais, alors je ne peux pas le dire, mais le bénéfice est important pour cette personne de fêter faites-le Noël, prudemment, mais faites-le. Maintenant, si le message c'est tout le monde le fait, là par contre en février on est de nouveau dans les ennuis et on prolonge tout de 6 mois, et là on aura encore plus de suicidés. Et l'Oreca n'est pas prêt de rouvrir dans des conditions pareilles. Et donc le risque global d'avoir des problèmes de dépression, il est plus élevé si on fait Noël tous. Et donc, il faut essayer de trouver un juste équilibre. Vous aviez souvent dit qu'une porte qui s'ouvre, c'est aussi une qui se ferme dans une situation aussi sensible. Voilà, c'est ça. Chaque fois que quelqu'un va relâcher quelque chose, ça va entraîner que d'autres vont devoir fermer quelque chose. Donc, si on est nombreux
à faire Noël en trichant un peu, eh bien, on va faire payer cette addition à l'Horeca. Ça, c'est une certitude. Et à d'autres aussi. Et à d'autres, mais au minimum à ceux qui sont encore fermés pour le moment, c'est ceux-là qui ne rouvriront pas et qui auront 2 mois de report. Et sincèrement, pour eux, et aussi pour moi, quitte à faire Noël en trichant ou bien faire Pâques au restaurant avec les mêmes personnes, ben, quand j'en ai discuté avec mes parents, entre autres, ça ne les dérange pas d'attendre encore un peu. Olivier nous demandait également sur Facebook combien de temps après le vaccin est-on effectivement protégé? Alors ça aussi, très bonne question, merci. Donc les analyses faites sur les 40 000 patients qui ont été inclus dans l'étude Pfizer, puisque pour le moment on n'a que les infos de l'étude Pfizer, montrent qu'il y a déjà la moitié des gens vaccinés qui sont protégés 1 semaine après la première dose de vaccin, oui, parce qu'il y a 2 doses. La deuxième dose arrive 21 jours après, et puis 7 jours après la deuxième dose, il y a 90% des gens qui sont protégés. Donc, au bout d'1 semaine après la première injection, 50%, 28 jours après la première injection, 90%. Donc, l'effet arrive déjà assez vite, hein. Donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, parce que tout ça va nous permettre de gagner du temps sur la saturation des hôpitaux, et donc vraiment pouvoir espérer avoir un bel été festif. D'accord. Moi, j'ai terminé de mon côté en vous disant que on a a priori tous un seul objectif, c'est d'en sortir le plus rapidement possible. Que vous soyez d'accord ou pas avec le vaccin, c'est votre problème. Mais on a juste envie de revenir à une vie normale. Donc voilà, faites un petit effort. Merci pour certains commentaires qui étaient un peu rock'n'roll sur Facebook et un peu dommage, je dois bien vous l'avouer. Et avant de te rendre la parole, Fanny, juste un mot de la province de Liège qui organise de manière virtuelle des conférences sur Internet sur la santé. Ça s'appelle les Jeudis Santé. Vous pouvez trouver ça facilement sur Google. Province de Liège, Jeudis Santé, pour vous informer également. Voilà. Merci, hein, on va rester sur cette note d'espoir, donc de sortir à un moment de ce confinement. Merci à tous les deux d'avoir répondu. Merci Philippe Devos de vous être prêté au jeu de ces questions. Merci Philippe également. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans Vital. Prenez soin de vous et une excellente soirée à vous.